Voilà, nous passons à la deuxième présentation de l'après-midi avec les défis de la mise en place de l'identité décentralisée par François-Xavier Torrens de Voltis. François-Xavier, c'est à vous. Merci Hervé. Écoutez, je suis très heureux de vous présenter un retour d'expérience sur la mise en place d'un système d'identité décentralisé, sécurisé des entreprises. J'ai un petit peu changé le titre de la présentation, identité décentralisée, mythe ou réalité, parce que souvent on en parle beaucoup, on a pas mal de choses, mais on le voit pas souvent passer. Donc voilà, je pense que là, vous aurez vraiment de l'expérience, remontée d'expérience sur la mise en place de façon pratique d'un système d'identité décentralisé. Euh, Ça, c'est la suite. Ah oui, c'est pour la souris. Voilà. Donc, je suis François-Xavier Torrens. Rapidement, je me présente. J'ai commencé comme scientifique, comme on dit, à la Commission européenne, au JRC, puis après au secrétariat permanent de la Commission de la mer Noire en Turquie, sur des problématiques de surveillance maritime par satellite radar. Et puis après, j'ai lancé diverses activités toujours autour des données et de la sécurité. Et notamment, j'ai développé une crypto-monnaie qui s'appelle ARC, dont j'étais le premier développeur, et puis j'étais président de la société en France, un des plus gros projets en France jusqu'en partie en 2021, pardon. Et depuis, j'ai fait une espèce de spin-off de la technologie, on va dire blockchain et consorts de ARC pour fonder Voltis, à la tête de laquelle je suis, et pour en gros sécuriser les entreprises grâce à la technologie issue de la blockchain. On en reviendra un petit peu sur ce que c'est. J'ai commis un livre qui est un petit peu un retour d'expérience aux éditions du CERF sur la crypto-monnaie. Rapidement, donc, alors je sais plus combien de temps. J'ai beaucoup de slides, mais je passe très vite. 40 minutes, 40 45 minutes et minutes. puis après, laisser les questions. Donc, je vais rapidement mettre un petit historique, probablement que beaucoup connaissent pas mal de choses, mais c'est un petit peu pour mettre en valeur un petit peu les points importants et l'articuler avec la suite, notamment avec la révolution et quel type de révolution qui a apporté l'avènement de Bitcoin dans ce domaine-là. Notre approche derrière et toutes les problématiques justement qu'on a pu rencontrer pour la mise en place. Et je conclurai par quelque chose d'un peu plus philosophique qui est un petit peu jusqu'où peuvent nous mener ces technologies-là, à savoir est-ce que jusqu'où on veut aller et veut-on vraiment aller jusqu'au bout de la logique dans certains aspects. J'y reviendrai. Historique. J'ai mis, alors, c'est un historique de la sécurité, mais volontairement orienté, on va dire, identité décentralisée. Je passe rapidement, mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête, maintenant, la sécurité repose sur des PKI. Ça remonte à 1988, les certificats X509 et compagnie. Un gros changement a été opéré avec Phil Zimmermann qui a inventé PGP, Pretty Good Privacy. Et juste derrière, encore un concept pour moi encore plus important, qui est le concept de Web of Trust, que certains rapprochent de la DPKI, Decentralized Key Infrastructure. SSL, TLS. TLS aussi un point important à avoir en tête, puisqu'on va en reparler. Et enfin aussi donc le protocole de signature Zimmermann-Sassmann, qui est un protocole des signing parties. Je vous ai mis en photo à côté une signing party pour échanger les PGP. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a personne qui est sur mobile, mais voilà. À l'avènement en 2009 de deux technologies à voir, mais qui vont probablement un petit peu fusionner dans le futur, à savoir Bitcoin et WhatsApp. Bitcoin, on en reviendra. WhatsApp, c'est un petit peu un changement dans la façon dont on va échanger on va échanger entre utilisateurs par rapport à ce qu'il y avait avant. 2014,
On a le protocole FIDO U2F, pardon, pas FIDO 2, FIDO 2 arrive un peu après, et les YubiKey, les premières YubiKey, donc la sécurité au niveau hardware avec des tokens. Et en fait, derrière aussi, Rebooting with the Web of Trust. Donc ça, c'est une association qui a relancé le concept de Web of Trust comme alternative au PKI, YubiKey Infrastructure. Si vous allez, je pourrais partager la présentation, mais il y a tout un tas de papiers scientifiques pour discuter un petit peu de comment mettre en place les challenges, la cryptographie, il y aurait vraiment beaucoup de choses derrière. Un point important, Christopher Allen, qui fait partie aussi de Rebooting Web of Trust, une des chevilles en fait de Web of Trust et de Blockchain Commons, pour ceux qui connaissent un peu, a écrit un papier qui est une étape importante qui s'appelle The Path to Self-Sovereign Identity, qui est devenu maintenant Self-Sovereign Identity, une alternative à identité décentralisée dans la façon dont on conçoit les choses. Euh, et ces fameux 10 principes, on verra vite fait tout à l'heure, les 10 principes de l'identité auto-souveraine en français. Et enfin, avec la pression notamment de l'avènement de la crypto-monnaie, 2019-2022, W3C a normalisé deux standards, qui sont les Verifiable Credentials, une manière un petit peu automatique d'échanger des preuves au sens large. Et en 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, DID, dans Decentralized ID, la façon de présenter son identité à un système. Identité centralisée, donc une espèce d'identité au porteur. Et aussi, 2019, aussi l'avènement de WebAuthn. Alors WebAuthn, c'est le standard du web pour du coup utiliser aujourd'hui les clés hardware FIDO2 ou le passkey derrière, maintenant l'avènement du passkey. On verra que c'est un point important. Et la création de Voltis, voilà. Rapidement, le Web of Trust, j'ai dit que c'est un peu la cheville œuvrière de la présentation. Là, en 1992, donc PGP2 et Phil Zimmermann expliquent le Web of Trust de cette façon. Je trouve que c'est une bien explication. C'est une collection de clés à force que vous allez collecter dans votre vie numérique. Il va falloir mettre quelque part, associer des métadonnées et mettre des règles dessus pour savoir si vous autorisez pas un serveur, une personne, un document, une vérification, etc. Tout ça de façon souveraine, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez, vous avez votre propre logiciel qui gère ça. Et donc, voilà. Et donc, il imagine, il envisionne en fait que chaque système, chaque personne, chaque ordinateur, chaque serveur, chaque mobile, bon, il n'y avait pas de mobile à l'époque, mais chaque système aura son Web of Trust. Et vous imaginez plutôt qu'un système pyramidal de sécurité, un maillage de sécurité. Donc, il parle d'un Decentralized Fault Tolerant Web of Confidence for all public keys. C'est un petit peu voilà, cette conceptualisation d'un maillage de sécurité de clés de sécurité, comme une alternative à la PKI. Alors la question aujourd'hui, c'est que ça date de 91-92 et qui utilise cette technologie. Je suis à peu près sûr que dans la salle, personne l'utilise. L'a utilisé peut-être les Signing Party, peut-être pour les plus vieux d'entre nous. Euh, mais voilà. Euh, Est-ce que vous utilisez encore aujourd'hui PGP pour le certificat, pour chiffrer les emails? Est-ce que vous avez déployé un serveur HKS? Je ne sais même pas si beaucoup d'entre nous savent ce que c'est un HKS. Donc, c'est un serveur avec toutes les clés publiques. Voilà. Un exemple que vous pouvez utiliser qui est public et gratuit, c'est keysopenpgp.org. Je crois qu'il y a 600 000 clés dedans depuis 40 ans. Voilà, ça ne monte pas beaucoup. DID, Verifiable Credential, je ne sais pas si beaucoup utilisent non plus. Les clés hardware, peut-être. Les clés FIDO2, YubiKey, ça, je pense que c'est beaucoup. Et de la multisignature dans la vie courante, ça non plus, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Pourtant, beaucoup de gens l'utilisent maintenant, et sans le savoir. Et, et voilà, donc pour un petit peu illustrer ça, 2015, une phrase de Zimmerman qui dit que je suis désolé, mais je ne peux pas décrypter votre message. Je n'utilise même plus PGP sur aucun de mes devices.
Et plutôt comme ça, son sourire, la façon de faire, d'avouer qu'il n'utilisait plus PGP lui-même. Aujourd'hui, on a des alternatives. Alors, pas une alternative complète, qui est pour moi l'idéal envisagé par Phil Zimmermann, PGP plus Web of Trust. PGP plus Web of Trust. Alors, on a des alternatives aujourd'hui par service, voilà, que tout le monde connaît un peu. Pour PGP et les communications chiffrées, et remplacé par WhatsApp, Signal, Allvid, un peu plus intéressant en termes de Web of Trust. J'ai pas le temps d'installer, mais ça pourra peut-être être une question. Delta Chat, je sais pas si quelqu'un connaît, c'est pas mal. Je trouve que ça s'appuie sur l'email. Donc en fait, en gros, c'est PGP plus email, mais version un peu améliorée comme un WhatsApp en fait. Donc l'avantage, c'est qu'il y a pas d'infrastructure qui est propriétaire. Ça s'appuie sur un email que vous pouvez déployer. Voilà. Donc c'est un peu plus décentralisé que Signal et WhatsApp, puisque le relaying des messages. File encryption, il y en a plein. Je mentionne Edge parce que c'est fait par Philo Sotile, qui est le responsable de la librairie cryptographie de Go, et qui est pas mal réfléchi sur les pitfalls PGP. Mais il y en a plein, hein, je passe. Web of Trust, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit, informellement, sans vraiment le dire, on se dit, voilà, la blockchain, c'est mon Web of Trust. C'est là où je mets les données, où c'est sûr. En gros, c'est pas très clair, mais en gros, c'est un petit peu ça qui se passe. Signing party, ça a disparu ça a disparu du paysage. Et après, pour vous gérer vos clés, alors vous avez YubiKeys, oui, il y a une petite erreur, mais voilà, vous avez WebAuthn, donc, qui propose notamment par iCloud Keychain, des choses comme ça que l'utilisateur utilise sans vraiment le savoir via Passkey, etc. YubiKeys, donc les clés hardware, je vous en ai mentionné. Les clés Ledger, là, on monte dans le monde de la crypto-monnaie, où Ledger, donc un leader français dans le monde de la crypto, a mis au point un système cryptographique qui permet de gérer des clés. Et on peut gérer ces clés, pas seulement de wallet, mais euh, la sécuriser des choses. Et MetaMask Wallet Connect, qui viennent de monde de la crypto-monnaie, donc Ethereum principalement, et que les gens commencent à utiliser pour signer des messages, pour signer des documents, valider quelque chose qui n'est pas une transaction financière. Donc c'est un petit peu en train de passer. Voilà, pour résumer aujourd'hui, une PKI, donc je ne fais pas un cours sur la PKI, mais voilà, c'est quelque chose de très système de pyramidal en termes de sécurité, qui en fait est symbolisé par maintenant en termes communs, la plupart des sites sont sécurisés par Let's Encrypt. C'est une simplification de la PKI en quelque sorte. Un acteur qui de plus en plus va commencer à sécuriser Internet. Et puis la signature de documents, EIDAS 1, 2, 3, etc. Mais qui, alors, pour le commun public, parce qu'évidemment, il y a des niveaux de sécurité plus hauts, mais en termes de sécurité d'Internet la plus générale, ça revient à la sécurité de votre email. Vérifiez votre email ou votre téléphone pour être sûr que vous êtes derrière. Si votre email est compromis ou votre téléphone est compromis, ben, en fait, la véracité de votre action est compromise. Et la réglementation, donc c'est dans l'idée de la sécurité aussi, donc c'est le côté offensif ou pas ou répressif, pardon, de pouvoir menacer ceux qui agissent mal en termes de sécurité. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la loi n'est pas du tout adaptée pour être suffisamment efficace. Que l'arsenal répressif qu'on a en France est pas du tout adapté, surtout sur des menaces qui dépassent le pays. Et donc arrive Bitcoin. Là, je vous ai mis en, en exergue le premier bloc Bitcoin, qui vaut 5 millions d'euros maintenant. Les énigmes.
là-dessus parce que ça a été la création des 50 premiers bitcoins dans le Coinbase. Enfin voilà, si vous savez lire un petit peu les. Voilà. Et le timestamping, le fameux timestamping du 3 janvier 2009 en mettant le titre de Time, Chancellor on break of second bailout for banks. Alors, la révolution de Bitcoin, je- moi, je pense que c'est quelque chose qui est un fusil à deux, qui a un coup un fusil à deux coups. Voilà, dire. On a le premier système décentralisé. Euh, si vous rentrez dans la théorie de la décentralisation, on avait un modèle informatique qui était le modèle des généraux byzantins en théorie de l'information. Et en fait, Satoshi Nakamoto, avant, on avait quelque chose qui permettait d'avoir quelque chose de sécurisé à partir du moment où il n'y a pas plus d'un tiers d'acteurs malveillants. Et Satoshi Nakamoto, avec son système de récompenses monétaires, etc., dépasse 50%. Donc, ce qu'on appelle la fameuse attaque 50%. Il faut la majorité du réseau pour pouvoir casser la décentralisation. Euh, voilà. Et donc ça, c'est sa première événement. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce système d'information, vous avez quelque chose de complètement ouvert, que ce soit le code source, 100% du code source est accessible à tout le monde. Toutes les données sont accessibles à tout le monde. Vous pouvez lire mais vraiment toutes les données. Il n'y a même rien de chiffré. En tout cas, rien de. On peut chiffrer des choses dedans, mais il n'y a rien d'important pour le consensus, etc., qui est chiffré. Tout ça repose sur la signature et ça sécurise en fait à ciel ouvert quand même 2000 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui est pas moins, en utilisant uniquement SHA 256, SECP 256K1 et ECDSA, peut-être bientôt les signatures de Schnorr. Mais voilà. Sachant que, oui, voilà. Donc vraiment, rien de chiffré, mais que de la signature, ce qui est quand même un changement par rapport à ce qu'on a l'habitude d'envisager la sécurité, où en général on essaye de cacher plutôt que de sceller. Euh, Un autre chose importante qu'on a du mal à estimer, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'avènement du Bitcoin, la recherche sur la cryptographie est devenue rentable. Alors, c'est un concept assez bizarre, mais en fait, on gagne de l'argent à travailler sur la cryptographie, ce qui était assez rare avant. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus besoin de recherche publique, de financement de recherche publique. L'argent, vous le trouvez de façon privée grâce à la capitalisation. Et la plupart maintenant des cryptographeurs, des cryptographes, des cypherpunks américains, etc., ne sont plus payés par Altair, ils sont payés en Bitcoin, en Ethereum, directement comme ça, dans une économie complètement parallèle, grâce à ça, ce qui a provoqué un nouveau souffle sur la cryptographie, le développement de technologies assez incroyables aujourd'hui grâce à ça. Et un autre point aussi qui n'a pas négligé, on estime aujourd'hui 2 millions de portefeuilles crypto, pas que Bitcoin, portefeuille. Je ne sais pas si vous avez réalisé, ça veut dire qu'il y a 2 millions de personnes, donc portefeuille, je passe la définition de portefeuille, mais c'est en gros 2 millions de personnes euh, qui ont eu des crypto-monnaies dans un portefeuille. 200 millions de personnes qui ont donc, en gros, un moment dans leur vie, je ne sais pas si vous imaginez, j'ai signé une transaction avec mon wallet. Ils ont fait ça, ils ont fait cette action. Et qui sont ces personnes? C'est des personnes qui sont d'Afrique, au Salvador, là, pour donner des exemples. En France aussi, hein, mais ça va jusque-là. Même Donald Trump l'a fait, si vous imaginez. Donc, même ça. Donc, quand on revient à la formule initiale de Phil Zimmermann, j'ai des clés publiques qui se baladent et j'en accumule et je vais commencer à faire des transactions, à signer des choses. C'est quand même assez incroyable de se dire que, en fait, aujourd'hui, on en est à 200 millions de personnes, à comparer avec les 600 000 clés dans le Web of Trust de PGP. Deuxième effet, Steve Zimmerman. Et donc la question, aujourd'hui, Bitcoin, on signe une transaction. Et donc très vite, c'est arrivé. Donc il y a tout un pan de recherche qui suit la crypto-monnaie, Reboot Web of Trust, dont j'ai parlé tout à l'heure.
où on s'est posé la question, est-ce que je pourrais pas signer autre chose que j'envoie un Bitcoin, enfin 0,01 Bitcoin ou l'Ethereum ou un NFT, des choses comme ça qui sont plutôt de l'ordre de la transaction financière. Et donc on se pose des questions du genre, bah voilà, je signe autre chose que les transactions, fichier, que sais-je, un message. J'enregistre ma vie sur la blockchain. J'enregistre des choses qui sont intangibles. Est-ce que jamais sur la blockchain? Et du coup, plus besoin de mot de passe. On pourrait peut-être supprimer les mots de passe. Donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. J'ai mis quelques exemples. Il y en a vraiment plein. Wallet OpenTimestamp. Wallet, c'est français. Ils sont à Rennes. Et OpenTimestamp, c'est un peu pareil. C'est en gros timestampé sur la blockchain des données sécurisées. Donc, une alternative à la signature eIDAS classique signature, mais en utilisant que des clés publiques. Euh, donc, des clés de wallet. Wallet Connect, Account Abstraction, ça c'est le monde de la crypto-monnaie, Ethereum principalement, qui essaye de faire une abstraction de son compte, savoir comment est-ce que je fais autre chose que les transactions financières. ZKP, Zero Knowledge Proof, donc après un gros essor, je mets des choses en blockchain, mais je veux que personne ne le voit, parce que c'est de la vie privée quand même. Comme la blockchain est publique, on va mettre quelque chose, mais qu'on peut faire du selective disclosure, c'est en gros montrer que à des gens que j'ai envie de montrer, et c'est tout. Et seulement les données que j'ai envie sans partager les autres. Donc, c'est des technologies qu'on résume sous le vocable de ZKP, donc Zero Knowledge Proof, qui est la cryptographie pure aussi. Euh, donc, Selective Disclosure, j'en viens. HFE, donc homomorphique en encryption. ZSNAR, qui est un exemple de ZKP qui est très utilisé. Les signaturing chez Monero, pour ceux qui connaissent un peu. Donc là, c'est là que dans ce monde-là, donc pour un peu présenter le contexte et puis Bitcoin et toutes les technologies qui sont venues, une espèce de boîte de Pandore qui est en train de s'ouvrir. Euh, j'ai fondé Voltis avec mon associé qui est là. D'ailleurs, j'ai cru voir Jean Michelson. On est deux à avoir son nom. Moi, je suis un peu développeur et mon associé vient de l'industrie, donc on a une vision très différente, une approche très différente et qui sont complémentaires, qui sont importantes, comme vous verrez. Et nous, on s'est donné comme moto Fixing Internet Security, qui est vraiment un gros machin. Je ne sais pas qu'on est au bout, mais au moins c'est un petit peu l'objectif. Et le moyen, c'est utiliser l'authentication décentralisée sans mot de passe. C'est juste pour montrer un petit peu l'intérêt que ça a. Simplicité, c'est simple. On verra que les technologies ne sont pas simples à la base à utiliser. Sécuriser évidemment, et souveraineté, une notion de souveraineté qui arrive de plus en plus aujourd'hui. Euh, J'y reviens. Mais c'est dur. Voilà, je suis pas le seul à expérimenter, mais c'est très difficile de faire accoucher un petit peu ces technologies dans l'usage quotidien. Je vous résume un petit peu en termes d'usage, comment les gens, si un jour vous commencez à approcher ces technologies, qu'est-ce qui va changer dans la sécurité? Au début, en fait, en gros, quand vous interagissez sur Internet, en gros, vous allez créer un email, téléphone aussi. Et grâce à ça, vous allez vous enregistrer sur plein de sites et vous allez pouvoir faire une activité sur tous ces sites. Si vous allez si vous avez une entreprise, ou vous allez dans une association ou n'importe quoi, vous aurez peut-être une email spécifique. Vous allez aussi vous enregistrer avec cet email pour certains services d'entreprise. Parfois, vous allez mélanger les choses, etc. Et un jour, évidemment, soit vous partez de vos entreprises, soit votre email perso se fait pirater, soit vous faites bannir d'un système, soit votre pays est en guerre avec le fournisseur de votre email et vous posez des questions de savoir si vous allez pouvoir quand même connecter tous vos services auxquels vous avez accès. Je sais pas, imaginez que vous êtes tous sur Gmail, un jour on est en guerre avec les États-Unis. Même les services en France où on utilise Gmail pour pouvoir se connecter, on ne sait pas si on va pouvoir réussir à l'utiliser correctement. Et puis aussi, évidemment, les services d'un site s'est fait pirater, même si on ne l'utilise plus, c'est des données, par exemple, de passe, etc., qui peuvent être réutilisées, réinjectées pour pirater d'autres services. Donc vous avez une espèce de propagation. Euh,
du risque, en fait, plus vous utilisez Internet. La nouvelle version en monde décentralisé, je crée mon identité numérique, donc à définir. Je m'enregistre avec cette identité numérique sur un site. Je m'enregistre avec cette même identité qui est à moi. On me la donne pas, hein. C'est pas un fournisseur ou voilà, c'est pas mon entreprise qui me le donne. Je m'enregistre aussi sur cette entreprise avec plein d'identités. Le jour où je pars de mon entreprise, ben, je pars avec mon le jour où mon email perso s'est fait pirater, il y a plein de données qui sont piratées, mais pas mon identité numérique. Le jour où je me fais bannir ou je sais pas quoi, je l'ai toujours avec moi. Donc après, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus sain en termes de pérennité sur le long terme. Donc en gros, c'est ça l'expérience qu'on essaye de faire passer auprès de l'utilisateur par rapport à aujourd'hui un imbroglio sur l'expérience Internet. Si je résume, aujourd'hui, ben, mon identité, c'est en gros qui est moi sur Internet, ben, c'est mon email, ma carte bleue, mon numéro de téléphone, ma page X, Facebook, TikTok, mon contact Allvid, Signal, ma clé PGP éventuellement, etc. Tout un tas de trucs. Et c'est pas très bien interconnecté entre chaque système. Si j'ai une clé Signal avec qui je dialogue, je vais pas pouvoir la réutiliser pour pouvoir, je sais pas moi, envoyer un email ou vérifier, etc. Donc c'est vraiment tout. Votre identité, c'est une série de services. Là où on simplifie les choses, où bah, en fait, mon identité, c'est la clé publique et derrière, gère, euh, gère les services de façon beaucoup plus simple autour de vous. Ce qui est arrivé du coup en 2016, Christopher Allen a publié quelque chose que je vous recommande de lire si vous vous intéressez sur ce sujet, qui s'appelle The Path for Self-Sovereign Identity. Et il définit les 10 principes de l'identité souveraine. Euh, pour faire simple, à gauche, il y a un petit peu les caractéristiques intrinsèques et à 6, les caractéristiques d'utilisation. Voilà. Pardon, de 6 à 10 à droite, les caractéristiques d'utilisation. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon on peut mettre pas mal de choses derrière. Mais si vous avez des questions, enfin, je vous invite à vous reporter ça. C'est publié dans justement Rebooting Web of Trust, un des papers aussi de Rebooting Web of Trust. Ouais. Alors maintenant qu'on a dit ça, j'ai un petit peu explicité l'expérience qu'on veut apporter à l'utilisateur en utilisant l'identité auto-souveraine. Et donc chez Voltis, c'est ce qu'on a fait. Et donc quand on a commencé à se poser des questions avec mon associé, on a rencontré toute une série de problèmes pour arriver à ça. Alors j'ai mis un petit problème zéro, c'est que nous, on a un business. Donc comment est-ce qu'on fait un business quand on est décentralisé, quand on n'est pas intermédiaire? On a un changement de modèle dans la sécurité ou dans la plupart des modèles de la sécurité aujourd'hui, vous êtes intermédiaire. Vous êtes un SOC, vous êtes au milieu. Et après, vous facturez à la quantité de données, au nombre d'utilisateurs, tout ce que vous voulez, etc. Si vous faites ça dans le monde de la décentralisation, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas facturer au nombre de personnes parce que c'est centralisé, vous n'êtes pas l'intermédiaire, etc. Donc là, vous commencez un petit peu à devoir changer votre mécanisme de business model. Donc j'ai inversé, c'est plus du B2B ou B2C. Voilà. Maintenant, c'est du C2C, C2B. Il y a du B2B aussi. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on fait quelque chose de grand public, quelque chose pour les entreprises, qui concerne les entreprises? Et en fait, on a décidé de faire quelque chose pour les entreprises. Donc, un employé, quelqu'un qui va interagir avec une entreprise, va avoir son identité numérique et va pouvoir interagir avec une entreprise. Et on va facturer l'entreprise pour pouvoir réussir à intégrer l'identité décentralisée de ses propres employés ou des propres clients, etc. Donc, c'est notre solution aujourd'hui. On s'est orienté sur du site web. Alors, problème numéro un, qu'est-ce qu'on va utiliser pour gérer l'identité numérique? Alors, maintenant qu'on a 200 millions d'utilisateurs qui ont déjà utilisé des wallets, on va dire, on n'est pas allé chercher bien loin, donc on a utilisé un système de wallet. Donc après, il fallait choisir quelle wallet mais en gros, merci Bitcoin, ça a quand même résolu un très gros problème de savoir qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir gérer son identité numérique.
Mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, quand on utilise un wallet qui est fait pour crypto-monnaie, évidemment, quand on l'utilisait sur l'authentification, la sécurité sur Internet, il y a plein de choses qui ne sont pas prévues, évidemment, originellement. Et donc, je ne suis pas le seul hein, à vouloir utiliser le wallet pour la sécurité haute des transactions. Et donc, il y a tout un tas de choses qui ont explosé, de standards, etc. Et donc, évidemment, dans mon cas d'usage, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit qui est compatible. Moi, je voulais de l'interopérabilité avec un maximum de standards qui existent. Et en fait, moi, mon objectif, c'était le navigateur. Le navigateur, c'est ce qui est le plus facilement transportable, même en headless, sur un maximum de machines. Donc, si je suis compatible avec tout ce qui se passe sur le navigateur, j'ai déjà un base d'utilisateurs qui est énorme, qu'il soit sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur Linux, voilà. Et donc, pour avoir quelque chose de sécurisé, il fallait quand même un minimum de WebAuthn, le standard WebAuthn, qui est maintenant vraiment ubiquitous sur le téléphone, sur le navigateur, etc. Et malheureusement, il n'y a personne qui a pensé à ça, qui a pensé ça en termes d'usage pour l'instant. Donc, du coup, il a fallu qu'on fasse quelque chose qui soit adapté, un concept d'identité qui soit un peu nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en essayant d'être compatible avec les standards TID, Verifiable Credentials, je pourrais vous montrer, mais ça sera de façon dégradée parce qu'il manquera des briques. Donc voilà la stack, après je vous passe la stack technologique, on pourra regarder plus tard. Quand même montrer les technologies qui circulent aujourd'hui, Bitcom V2, qui est assez intéressante, qui est probablement celui le plus intéressant et le plus complet. Ensuite, il y a Noster Connect. Donc, Noster, c'est un protocole de réseau social basé sur Bitcoin, fait par des Bitcoiners et qui prend beaucoup d'ampleur dans le monde des gens qui connaissent un petit peu la cryptographie. Et ils ont un Noster Improvement Proposal, NIP, numéro 26, qui décrit ça. Et vous avez LN Connect, donc Lightning Network, qui est une layer 2 de Bitcoin, pour faire des transactions plus rapides. Je passe sur ça. Et ils ont quelque chose qui s'appelle LNURL, LN Connect, qui permet de faire de l'identification, authentification avec ça. Mais malheureusement, pas de compatibilité avec WebAuthn. Il faut toujours installer des choses, des hardware spécifiques qui ne sont pas faits à l'origine pour ça. Et donc, du coup, ça casse un petit peu l'intérêt. Donc, d'autres problèmes, numéro 2, sur lequel on s'est abordé, c'est que si vous prenez un wallet du commerce, bah, en fait, on vous demande de créer un compte Bitcoin ou Ethereum, d'acheter des jetons, enregistrer votre identité numérique, faire tout un tas de trucs. Les gens ne comprennent rien, ils se font régulièrement avoir. Non pas que Ethereum ou Bitcoin s'est fait arnaquer, c'est juste la mécompréhension de la technologie et de ce qu'on en fait, que du coup, ils signent n'importe quoi, mais en fait, donc ça, c'est un problème. Et il a fallu qu'en fait, en gros, et puis il y a aussi le problème de révocation de clé. Je vais essayer de faire ravi. Euh, j'en ai. Enfin, on en parlait beaucoup, mais si vous avez des questions. Euh, mais du coup, on a pris la résolution, enfin l'objectif. En fait, on fait un wallet, mais on va pas dire que c'est un wallet. On va même pas ouvrir un compte Bitcoin ni quoi que ce soit. Ça sera vraiment très différent en termes d'interaction. On n'a pas de blockchain. Je reviendrai plus tard pourquoi on n'a pas de blockchain. Euh, donc pas de jetons. Et en fait, du coup, on a quelque chose de spécifique, compatible avec un maximum de standards, à la fois la communication, donc HTTPS et WebRTC. Donc WebRTC, c'est un protocole peer-to-peer qui est standard dans le navigateur, peu l'utilise, mais c'est quand même intéressant de se baser sur ça en termes de décentralisation. Voilà. Et 2bis, je le mets juste en exergue. On a mis 2 ans quand même avec les utilisateurs pour réussir à faire quelque chose que les utilisateurs utilisent de façon assez naturelle.
Vous pouvez pas imaginer au début, on arrive un petit peu avec nos idées de bitcoiner et compagnie, et puis en fait, on voit les utilisateurs qui utilisent complètement différemment de ce qu'on imagine. Ça nous a demandé quand même pas mal de travail pour réussir à avoir une expérience utilisateur qui soit vraiment euh, signifiante pour l'utilisateur, sans complications, mais sans compromis non plus sur la sécurité. Donc ça a été un bon exercice. C'est aussi un des problèmes aujourd'hui, maintenant identifié comme un frein à l'adoption aujourd'hui. Un des principaux freins à l'adoption dans la crypto-monnaie, c'est l'expérience utilisateur. Donc, ça demande des gens quand même qui, euh, qui font ça. Je vous engage à suivre les travaux de Nicolas Baca, un des cofondateurs de Ledger, qui travaille beaucoup sur ce sujet. Troisième truc, on s'est dit, bah voilà, maintenant qu'on a des utilisateurs et a ces clés, on va les échanger. Et donc, le seul protocole, c'est Zimmerman-Sassman, protocole Zimmerman-Sassman, un signing party. Je ne sais pas si vous savez, c'est un RFC d'ailleurs, signing party. C'est juste pas possible. À l'ère du mobile, euh, c'est impossible de refaire une signing party telle qu'on les fait aujourd'hui. On écrit le fingerprint, on l'intègre, on va chercher sur un hashcase l'équivalent, on vérifie l'email, enfin un truc complètement dingue. Euh, donc du coup, en fait, il a fallu réfléchir avec en fait, l'ère du mobile, du QR code. Alors, on n'a toujours pas de signing party avec des QR codes, des choses comme ça. C'est pas rentré dans les mœurs, même les outils sont même pas développés pour ça. Donc, on a développé un protocole qui se rapproche de TLS, qui permet de faire un trust setup. Donc, on appelle un trust setup, c'est en gros, on va échanger la première fois nos clés. Donc, entre moi, Bob et Alice, entre Bob et son ordinateur, Bob et la clé d'entreprise, Bob et je ne sais quoi, Bob et lui-même et deux devices, le navigateur et le serveur, Bob et le navigateur, enfin, n'importe où on peut mettre cette identité, on peut faire un setup de clés. Et donc, c'est un petit peu un protocole qui a été fait, qui s'inspire évidemment de ce qui se fait de mieux, mais qui a l'avantage d'être directement compatible avec Passkey. Donc, imaginez qu'en fait, au bout du handshake TLS, équivalent de TLS, bah, c'est pas une clé un certificat d'un côté, etc. C'est carrément quelqu'un, utilisateur, qui est avec Passkey validé avec sa biométrie, ou le serveur avec un HSM, ou l'IUBKey où on a entré son code PIN, etc. Donc là, on a mis carrément dedans dans ce protocole-là. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisateur, proche de l'utilisateur en termes de sécurité. Il vient d'être fini d'être audité par Amosys. Et on va faire une publication d'ailleurs courant du mois de février, puisqu'en fait, voilà, on va le mettre open source. Donc, ce qui permet de voir, eux, ils ont utilisé aussi des outils de test de protocole, etc., des outils de formalisation de protocole aussi pour ça, donc qui se mettent en place aussi. Ça, voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez un petit peu voir ce qui se passe sur comment on peut aussi faire des formalisations de protocoles et tester des protocoles. Euh, j'ai mis 3 bis parce que, en fait, voilà, j'ai parlé de blockchain tout à l'heure, je voulais en revenir. Aujourd'hui, une fois que vous avez votre clé et vous avez les clés des autres personnes, où est-ce que vous mettez votre Web of Trust? Où est-ce que vous stockez ça? Et aujourd'hui, la solution qui vient du monde des crypto-monnaies, c'est on met dans la blockchain. Alors, c'est un peu informel, mais en gros, vous avez par exemple typiquement Microsoft qui a fait un projet qui s'appelle ION, où en fait, ils ont timestampé l'ensemble de votre identité et votre Web of Trust, donc l'ensemble de vos clés sur la blockchain. Le problème, c'est que du coup, sur Bitcoin, Bitcoin en l'occurrence. Le problème, c'est que du coup, vous avez accès à toute la donnée de façon publique. Et c'est là qu'intervient ZKP, ZSNAR, HFE, qui sont toutes des technologies pour cacher, même si c'est public, cacher toutes ces données, mais pouvoir être quand même consultable par des parties auxquelles on autoriserait.
Et donc, on a pas mal de problèmes. Puis l'autre problème, c'est la disponibilité. C'est que la blockchain fait plein de choses, mais pour enregistrer les données, on a un problème de scalabilité, de disponibilité. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes offline? Dans les technologies, des roll-ups, des sidechains, du, du stockage distribué. Et tout ça, c'est très expérimental et c'est très difficile à mettre en production de façon pratique. Donc, c'est aussi une autre raison pour laquelle on a enlevé la blockchain. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, vous avez votre Web of Trust, et ben, on laisse à l'implémenteur le stockage. Et en fait, on estime que, enfin, moi, j'estime que c'est pas plus mal de se dire, ben voilà, j'ai mon application Voltis ID, j'ai l'ensemble de mes contacts, en gros, de mes applications qui ont une identité numérique sur laquelle je me connecte. Ben, je vais les stocker sur je vais faire un backup, etc. Et éventuellement, on pourra penser à pouvoir compliquer, faire, par exemple, typiquement, les problèmes qu'on ne résout pas, c'est qu'est-ce qui se passe si un attaquant arrive à avoir accès à à ma- à à mon Web of Trust et insérer une clé, par exemple. Pour l'instant, on ne fait pas. Mais c'est des choses qu'on pourra faire plus tard, qui ne sont pas importantes, je pense, pour commencer à mettre en place un système décentralisé. Euh, et oui, et donc du coup aussi, on ne garantit aucunement l'unicité des données attachées avec les publics. Par exemple, si vous décidez de dire, bah voilà, ça c'est mon email, il n'y a aucune garantie que ça soit votre email vraiment. Ou alors, il y a aussi, c'est mon surnom. Souvent, on aime bien mettre des surnoms associés avec sa clé, etc. Bah, en fait, ça sera votre surnom peut-être dans Web of Trust proche, mais peut-être que quelqu'un pourra l'utiliser ailleurs. En fait, dans notre système de Web of Trust, on ne fait aucune garantie sur l'unicité des données. Ce que fait la blockchain, si vous enregistrez, donc c'est sur ça qui est basé par exemple euh, ENS, par exemple, donc le DNS sur Ethereum, il garantit l'unicité de votre nom de domaine, parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui peut l'enregistrer le faire dans notre cas. Alors après, du coup, vous avez votre identité numérique. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez à une application. Donc là, on a fait un wallet avec un protocole similaire au 3 setup que je vous ai montré. En fait, on va rejouer la connexion des clés. Alors, c'est améliorable. Pour ceux qui connaissent la matrice signal, où en fait, voilà, on n'est pas obligé de refaire un trust setup à chaque fois quand on connaît la clé des parties. Mais pour raison de simplicité, on fait la même chose. Et en fait, on a un protocole qui est indépendant du moyen de communication. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez vous connecter à un serveur par HTTPS, WebRTC, Noster, qui est le protocole, une espèce de protocole distribué, pas décentralisé, ou AirGap, vous pouvez vous connecter avec le même type de protocole. Et donc, vous pouvez implémenter votre. Donc, ça, c'est HTTPS, WebRTC, Noster et AirGap, c'est déjà disponible. On a déjà développé ça. Et après, vous pouvez imaginer faire ça directement derrière, par email, si un jour ça va s'appuyer, de passer par email, ou par des messageries aussi. Et donc voilà, on a un système qui ressemble à ça, où en gros, le serveur remote, il a une identité, j'ai une identité, et en fait, je vais scanner un QR code qui, en gros, va me dire comment je rejoins les deux systèmes, et je vais faire le protocole. Et une fois que j'ai vérifié les deux signatures, j'ai deux signatures de vérifier dans le protocole, je considère que c'est bon, et derrière, j'ai mis une session, ou des choses comme ça. Problème 4 bis, bah, c'est pas standard. C'est-à-dire qu'en gros, je vous connecte à une application, mais il faut que l'application soit standard avec ce qu'on fait. Avec Voltis, ce qu'elle dit, et évidemment, je me retourne, et évidemment, personne n'est standard, c'est un peu l'œuf ou la poule. Tout le monde va commencer à l'adopter quand tout le monde l'aura adopté. Donc du coup, c'est ce que du coup on propose aux entreprises. Donc on a construit un logiciel qui s'appelle SmartLink, qui permet de connecter vos applications via O2 ou SAML V2. Donc ça, c'est un standard d'accès
ou Password Manager, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui, quand même, ont encore qui utilisent le mot de passe. Donc, on a des standards de connexion qui ne sont pas des standards d'identification, sauf le Password Manager, mais je passe. Et après, derrière, la couche d'authentification, c'est la nôtre, derrière. Donc, vous imaginez un SSO. En fait, si vous allez sur une application, en fait, on va vous demander de vous authentifier auprès de SmartLink de qui vous êtes grâce à notre protocole. Et une fois que SmartLink, il décidera, il a le droit à telle application. Et via O2, je vais émettre un jeton d'accès pour une application tierce grâce à ça. Donc, c'est une espèce de, j'appelle ça DICAM. Donc, dans le monde classique, c'est l'IAM, donc Identity and Access Management. Et ben nous, c'est un IAM, sauf qu'en fait, la partie Identity Management est décentralisée et la partie Access Management. C'est une espèce de solution pour essayer d'être standard avec toutes les autres applications. Donc, ça peut être mieux, mais voilà, c'est déjà. Après, on est face évidemment au risque de fragmentation technologique. Euh, donc nous, en fait, notre idée, c'est que, voilà, que Multisided, c'est gratuit, le logiciel. Le protocole librairie, bientôt open source. Là, on finalise la CSPN pour Wallet et le dit du protocole par ME6 pour publier ça. Donc, c'est finalisé d'ailleurs. Enfin, pas la CSPN, parce on a fait un préaudit pour la CSPN, mais on va quand même publier avant la CSPN pour pouvoir, en fait, voilà. On a un brevet, j'ai passé rapidement sur le problème de révocation de clés. On a un système qui consiste à faire de l'auto-révocation de clés qui est breveté, mais il est breveté de façon défensive pour éviter de ne pas l'utiliser, ce qui arrive beaucoup dans la cryptographie, et qu'on envisage de donner à COPA. Je ne sais pas si vous connaissez COPA. Donc COPA, c'est une association, une fondation américaine, qu'on- que mon entreprise précédente, ARC, a cofondée quand j'étais président, qui était une initiative de Jack Dorsey, pour en gros se mettre ensemble pour se défendre contre le patent trolling. En fait, il se trouve que quand Bitcoin est arrivé, il y a eu pas tant de problèmes dans tous les sens. Bitcoin, il fallait s'adresser à quelqu'un. Et Copa est surtout connu notamment pour la défense de pas mal de Bitcoiners contre Craig Wright, je ne sais pas si tu connaissais un petit peu, qui s'est prétendu Satoshi Nakamoto et qui a fait pas mal de patent trolling dessus. Voilà. Et depuis, en fait, c'est utilisé où en fait on cède les brevets de découvertes technologiques, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui arrivent, mais qu'on voudrait utiliser de façon ouverte. Et donc, ce changement de paradigme a donné naissance à Copa qui permet de limiter la défense des brevets et la défense de l'utilisation de notre propre technologie de façon ouverte. Et c'est très compatible avec le fait qu'on n'est pas intermédiaire, on n'a pas de business à faire, donc c'est pas la peine non plus d'essayer de valoriser à ce niveau-là euh, de façon pécuniaire. Alors, problème 6, là on rentre dans le dur, parce que ça a été vraiment, c'est non des moindres, parce que là j'ai fait beaucoup de technologie, et là on rentre dans le social. C'est en fait, quand on a commencé avec des PME dans l'Est de la France, j'ai oublié de dire, on est basé à Haguenau, dans l'Est de la France, et ben on s'est heurté sur des changements de paradigme ou des changements d'approche qui sont subtils, mais importants. Le premier point important, c'est en fait, les utilisateurs se rendent compte qu'ils sont responsables de leur propre identité. Vous ne pouvez pas imaginer, quand vous faites ça, le rejet que ça peut faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, même encore maintenant, la sécurité, c'est pas mon problème. C'est le problème de l'informatique. Si j'ai un problème, j'appelle. C'est le problème de je sais pas quoi. Moi, j'y comprends rien et j'en fais pas partie. Et il me demande des trucs déjà bien compliqués que j'arrive plus à faire, des trucs complètement saugrenus, changer de mot de passe tous les je sais pas, des doubles facteurs, des machins, pas mon truc. Et là, en fait, qu'on demande, c'est-à-dire vous créez votre entité, mais elle est à vous. L'entreprise vous demander ça. Donc, en fait, on a eu des remarques comme, bah oui, non, mais moi, je ne vais pas utiliser ça parce que j'ai pas de smartphone d'entreprise et je ne vais pas le mettre sur mon smartphone perso. Ça, c'est typiquement un réflexe qu'on a eu.
Donc là, on a eu pas mal de choses où en fait, on s'est rendu compte qu'on a un point de friction dans l'entreprise sur le fait que l'entreprise propose quelque chose à ses salariés qui consiste à dire fais partie de la sécurité de mon entreprise de façon active, en gros, en étant responsable de ton identité numérique, en décidant de toi, etc. Donc, l'idée que j'installe un logiciel, que je crée mon identité numérique, on leur explique, ben, si vous partez de l'entreprise, vous ne rendez pas l'entreprise, du coup, ça change pas mal de choses. C'est très similaire, moi, je trouve, à l'arrivée du mail. Je parlais tout à l'heure. Le mail a beaucoup déresponsabilisé, où on s'est dit, bah voilà, j'envoie un mail, donc j'ai fait mon action. Euh, j'ai plus la responsabilité parce que j'ai fait, si j'ai pas de réponse, c'est plus de ma faute. Là, on a un peu ce même genre de choses où en fait, on se rend compte que le changement subtil de responsabilité sur la sécurité de l'entreprise, bah, en fait, se révèle assez ardu. Donc, bah, comme on a fait, bah, on fait de l'information, on accompagne au changement aussi. Donc, du coup, bah, le DSI, etc., on explique ça, que, favoriser l'adoption, expliquer que la sécurité de l'entreprise, c'est une affaire d'équipe et pas seulement de la DSI. Ce en quoi ils sont assez d'accord. Mais là, le fait d'avoir un outil matériel pour vraiment le sortir, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et typiquement, d'alternatives qui sont un petit peu un pis-aller. Hein, typiquement, je ne vais pas utiliser mon smartphone du coup, mon passkey, etc. Donc, pour sécuriser mon identité, ben, du coup, on propose quand même de mettre même logiciel, comme ça marche sur n'importe quel navigateur, sur le PC, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas aussi proche de l'utilisateur en termes de sécurité. Et puis alors, je sais pas combien j'ai de temps, mais j'arrive bientôt à la fin. Problème numéro 7, pareil, encore social, mais du coup, on va être tracé. Donc là, c'est un problème qui arrive. C'est un problème que je me suis posé d'abord moi. Donc, en gros, on est en train de mettre en point une, une technologie qui peut être utilisée à des fins de traçabilité ultime, on va dire, derrière. Parce que souvent, bah, l'idée, c'est de se dire, et c'est ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie, c'est qu'on essaye de dire, bah voilà, mon identité numérique, c'est aussi mon identité légale. C'est pour ça que j'appelle ça KYC. KYC-ML, c'est Know Your Customer Anti-Money Laundering, qui est la régulation autour de comment identifier un utilisateur dans un système d'information de façon légale. Euh, et donc, nous, on a décidé de pas du tout rentrer dans ça. C'est-à-dire qu'en gros, notre application, enfin, on fera rien. On peut utiliser, mais on ne fera rien pour garantir que l'utilisateur a 18 ans, que l'utilisateur est bien français, ou je sais pas quoi, que l'utilisateur... Non, nous, ce qu'on garantit, c'est que vous avez vu une fois cette personne. Si vous la revoyez, on a des garanties que c'est bien la même personne. Mais c'est tout ce qu'on assure. Et on peut aller très loin, qui permet de faire une transition parfaite pour la conclusion, parce que c'est qu'en fait, on voit dans l'écosystème de l'identité décentralisée tout un tas d'initiatives qui, pour moi, confondent l'identité, on va dire, numérique décentralisée à des fins de sécurité, de cybersécurité, et l'identité légale à des fins de sécurité au sens social du terme, au sens j'ai le droit de faire telle action, j'ai le droit de consulter telle information, j'ai le droit d'aller à tel lieu, mais de façon légale. Et ça, j'ai le droit de conduire, j'ai le droit d'ouvrir une société, j'ai le droit de m'inscrire à l'université, j'ai le droit de prendre le métro, euh, j'ai le droit d'être soigné, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, typiquement, je ne les ai pas nommés, mais en gros, c'est un petit peu dans toutes les technologies qui sont autour de l'identité centralisée, il y a ce qu'on appelle l'European Blockchain Security, Euro Blockchain, euh,
Europe Blockchain Service Initiative ou Infrastructure, EBSI, donc il y a un projet européen qui date de quand même 2019, auquel ARC a participé au tout début, ma société précédente, et qui vise en fait d'établir un passeport européen autour de ces technologies-là. Et en fait, l'idée, c'est de dire ce qu'on peut faire avec, c'est ben voilà, vous créez votre passeport, vous avez votre diplôme avec cette identité numérique. Du coup, ça vous donne le droit d'ouvrir une société dans tel pays, ça vous donne le droit etc. Vous êtes majeur. Et en fait, on peut aller très loin. On peut imaginer qu'on ne peut pas. Vous avez plus le droit. On avait évoqué ça au moment du Covid, c'est bah voilà, vous ne pouvez plus accéder au métro parce que vous n'êtes pas vacciné, etc. Et ça, en fait, c'est les technologies, c'est des choses on pourrait utiliser euh, ce genre d'architecture. Et donc, en fait, voilà, c'est de savoir en fait jusqu'où on veut aller pour l'utilisation de ces technologies en termes de traçabilité. Juste pour dire, j'ai fait une autre conférence qui étaye cette problématique-là au Peer-to-Peer Festival à Paris. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et je conceptualise en fait le besoin d'identification forte et de frontières. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où vous êtes permissif sur la frontière, vous êtes obligé d'identifier toutes les actions que font les gens pour pouvoir finement autoriser, etc. Si vous bloquez aux frontières, vous pouvez relâcher le besoin de traçabilité. Et c'est très similaire au concept naturel de frontière. Si un jour vous arrêtez à la frontière tous ceux qui ne sont pas français, il y a- je vais à l'excès, bah, vous n'avez pas demandé à l'intérieur en France la carte d'identité pour savoir si les gens qui sont à l'intérieur sont français. Vous avez tous arrêté à la frontière et que vous avez une politique. Si vous autorisez, vous êtes obligé de commencer à tracer, à faire. Voilà. Donc ça, c'est un peu le même système. Et si vous allez arriver dans un système informatique, aujourd'hui, c'est la même chose. En gros, vous allez faire des systèmes. Internet, c'est très permissif, vous autorisez, donc autorisez tout le trafic, donc vous commencez. Puis vous commencez à autoriser un peu tout et n'importe quoi, et puis vous commencez à faire des DMZ, des choses comme ça. Vous bloquez tout. Ça, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de trop identifier le trafic. Évidemment, il y a toujours un compromis entre le cloisonnage complet qui simplifie la gestion en interne et puis l'ouverture complète qui rend la traçabilité des moindres actes. Et donc là, en fait, avec ces technologies-là, on rentre dans cette discussion, savoir jusqu'où on va, est-ce que voilà. Et je vais même plus loin. Je pense que le besoin de tracer de plus en plus fort aujourd'hui de la société, notamment avec ces technologies-là, c'est juste parce qu'en fait, on n'arrive pas aujourd'hui, de façon sociale, à mettre une limite aux choses. Et donc, du coup, on s'imagine que la technologie va régler, j'ai plus qu'une minute, donc j'ai essayé de trouver encore une phrase qui dure une minute, va régler tous nos problèmes sociaux, alors qu'en fait les problèmes sont ailleurs, je pense. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup, François-Xavier, pour cette présentation. On parle de Spark Contract